Merci de me donner la parole pour parler des enjeux sanitaires liés à l'exposition aux composés semi-volatiles et de présenter des travaux d'expertise de l'agence dans le domaine de l'évaluation des risques pour les travailleurs, mais aussi pour la population générale. J'attends le retour de la présentation. Elle va arriver. Très bien, merci. Il faut y croire très fort. Oui, c'est ça. C'est bon, ça y est. Donc on peut passer à la suite. Ah oui, c'est moi, pardon, voilà. J'oublie que je suis actrice. Donc, pour répondre à la question de quels sont les effets sur la santé liés à l'exposition à une substance chimique, il est classiquement recherché différentes données, que ce soit des données physico-chimiques, toxico-cinétiques, chez l'animal, chez l'homme, des données expérimentales qui vont jusqu'aux données mécanistiques. Donc ces données permettent de documenter la toxicité d'une substance, c'est-à-dire la capacité intrinsèque d'une substance d'avoir un effet sur un organe. Dans l'exemple de l'hépatotoxicité, c'est des effets sur le foie. Dans le cas de la néphrotoxicité, il s'agit d'effets sur les reins. Donc c'est l'ensemble de ces données qui vont permettre d'avoir un faisceau d'arguments pour conforter le rôle de la substance chimique dans la pathologie. Et donc il est aussi important de connaître le mode d'action, mais aussi la plausibilité biologique de l'effet. Et quand on dispose de données chez l'animal, est-ce que cet effet est transposable à l'homme ? Donc pour illustrer les effets sur la santé de ces composés semi-volatiles dont on parle depuis ce matin, j'ai représenté sur cette figure les différents tissus, organes ou systèmes qui peuvent être affectés par différentes familles chimiques qui ont été citées par Sophie et Denis dans les premières présentations. Donc, par exemple, il peut s'agir d'atteinte des voies respiratoires, du système nerveux central ou du foie, de la peau, pardon, pour les polychlorobiphéniles qu'on appelle PCB. Le bisphénol A aussi, qui est très largement connu pour ses effets sur la perturbation endocrinienne, a également des effets sur le cerveau. Et les pesticides qui regroupent différents produits qui ont des usages très variés, que ce soit dans le domaine professionnel par l'usage dans l'agriculture de produits phytopharmaceutiques, mais aussi dans le domaine domestique par l'usage de produits de nettoyage. Donc cette famille des substances chimiques regroupe différentes substances, mais qui fait l'objet d'un très grand nombre de publications scientifiques sur leurs effets sur la santé. Et donc là, c'est l'INSERM, qui est l'Institut national sur la santé et la recherche médicale, qui a réalisé une expertise collective qui a mis en évidence un certain nombre d'effets sur la santé liés à l'exposition aux pesticides. Donc leur dernière expertise qui a été publiée l'année dernière a documenté plus d'une vingtaine de pathologies, mais elle a aussi mis en avant le risque de cancer, que ce soit chez l'adulte en lien avec l'exposition professionnelle, mais aussi chez l'enfant en lien avec une exposition pendant la grossesse ou pendant l'enfance. Je vais développer par la suite les notions de perturbation endocrinienne et de cancérogénicité pour bien expliciter ce qu'est ces deux types d'effets. Donc, les perturbateurs endocriniens sont définis comme des substances ou mélanges de substances qui altèrent les fonctions du système endocrinien et qui vont donc aussi altérer le système hormonal et donc induire des effets néfastes dans l'organisme. Donc, le système endocrinien est composé de glandes qui sont situées dans différents organes et qui vont produire des hormones qui, elles, vont être diffusées, libérées dans le sang. Il y a également des récepteurs situés dans différents organismes qui vont activer les hormones via différents phénomènes cellulaires. Et donc, les perturbateurs endocriniens peuvent altérer le système endocrinien et donc engendrer des effets qui sont assez variés, allant de malformations congénitales, mais aussi des effets sur le métabolisme ou sur le système immunitaire. Le cancer, lui, est produit par des cellules anormales qui vont finir par former une masse qu'on appelle tumeur ou néoplasme et qui est le résultat d'une prolifération cellulaire excessive et non coordonnée. Donc, au cœur des cellules, comme vous pouvez le voir sur la figure du bas, le noyau comporte le matériel génétique qui est nécessaire à son fonctionnement. Et donc,
il y a différents mécanismes biologiques qui peuvent induire le cancer. On parle de mutagénicité, de génotoxicité ou autre. Et donc, ce sont des éléments qui vont impliquer des mutations au niveau d'un gène ou d'un ensemble de gènes ou de chromosomes et qui vont donc induire la formation de cellules anormales. Différents facteurs de risque peuvent être à l'origine de différents cancers et donc la figure à droite illustre des facteurs de risque environnementaux tels que la pollution, qu'elle soit professionnelle ou environnementale. Donc, la classification permet également d'identifier les effets sur la santé reconnus pour les produits chimiques. Donc là, ce tableau présente les différentes classifications qui ont été prises en compte dans le cadre d'une expertise de l'ANSES sur les pesticides dans l'air. Donc, pour les effets cancérogènes, sur la première ligne, vous pouvez voir qu'il existe différentes classifications pour décrire ce type d'effet. Premièrement, la classification proposée au niveau européen par le règlement qu'on appelle CLP, qui est relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des produits chimiques, qui date de 2008. On a également la classification du Centre international de recherche sur le cancer, l'expertise INSERM dont je vous ai parlé spécifiquement pour ces pesticides, et également une classification de l'Agence américaine de protection de l'environnement. La réglementation européenne fournit aussi une classification sur la mutagénicité, la reprotoxicité et effets sur le développement, et puis également la toxicité spécifique sur certains organes suite à une exposition répétée. Pour les effets perturbateurs endocriniens, on a des critères d'évaluation qui ont été proposés plus récemment, donc en 2018, et dans le cadre de la réglementation sur les produits phytopharmaceutiques et biocides. Donc aujourd'hui, on dispose d'une liste de substances perturbateurs endocriniens reconnues dans ce cadre. Donc, les travaux d'expertise de l'ANSES reposent sur la réalisation d'expertises collectives, pluridisciplinaires et indépendantes. Donc, son périmètre d'activité est assez large. La santé-environnement est couverte, la santé au travail, la sécurité sanitaire des aliments, la santé des végétaux, mais également la santé et le bien-être des animaux. Donc, cette diapositive présente le nom de différents collectifs d'experts qui sont amenés à intervenir sur les questions des substances chimiques à l'ANSES. Donc, en bas, vous pouvez voir des produits qui aujourd'hui font l'objet de réglementation et sur lesquels l'ANSES fait une évaluation. Les médicaments vétérinaires, produits phytopharmaceutiques, biocides et matières fertilisantes. Et par rapport aux travaux que je vous ai cités précédemment sur les pesticides dans l'air, c'est le comité d'experts spécialisé en charge des milieux aériens qui a été à l'interface de ces travaux et sur lesquels justement mon équipe et moi-même sommes en interaction. Et donc ce comité étudie à la fois l'air ambiant, l'air des lieux de travail, mais aussi l'air intérieur, et considère aussi les environnements intérieurs au sens large, avec la question aussi de l'exposition via les poussières sédimentées, dont on a aussi parlé pour ces composés semi-volatiles. Donc, l'ANSES travaille depuis plus de 10 ans sur les perturbateurs endocriniens, notamment des études visant à prioriser et à évaluer ces substances chimiques dans le cadre de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, la SNPE. Donc aujourd'hui, l'ANSES a identifié 3 substances perturbateurs endocriniens pour l'homme, le bisphénol A, dont on a déjà parlé, mais plus récemment aussi le TNPP, contenant du nonylphénol, et le bisphénol B. L'agence avait aussi réalisé en 2011 une évaluation des risques sanitaires liés à l'exposition au bisphénol A et avait mis en évidence justement des risques pour l'enfant liés à une exposition pendant la grossesse et avait justement considéré dans les situations professionnelles la manipulation de tickets thermiques contenant du bisphénol A, et ces travaux ont conduit à l'interdiction justement de l'usage du bisphénol A dans ces tickets de caisse. L'ANSES élabore également des valeurs de référence qui permettent de fixer des concentrations dans l'air de substances chimiques qu'il convient de ne pas dépasser pour préserver notre santé. Donc l'expertise scientifique de l'ANSES est établie sur la base de critères sanitaires et est une première étape d'un processus plus large pour fixer des valeurs réglementaires. Donc pour les travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle, les VLEP, visent à protéger
d'effets liés à une exposition par inhalation. Ces valeurs peuvent être accompagnées de 2 mentions, notamment la mention peau, qui permet de prendre en compte, en plus de l'exposition par inhalation, l'exposition par la pénétration cutanée lorsque la substance va avoir un effet systémique, c'est-à-dire que la substance va être capable de rentrer à l'intérieur de l'organisme. Mais ce type de mention ne permet pas de couvrir des effets directs des substances par contact cutané comme des dermatites. L'agence élabore également des valeurs limites biologiques, des VLB, qui là permettent de prendre en compte l'exposition par toutes les voies et sources d'exposition, et elle s'exprime en dose interne, c'est-à-dire par exemple en microgrammes par litre si la matrice biologique à prélever est le sang. Pour la population générale, l'ANSES élabore des valeurs guides de qualité d'air intérieur qui, là aussi, visent à protéger de l'exposition par inhalation. Mais pour prendre en compte justement une vision plus large de l'exposition dans les environnements intérieurs, l'ANSES travaille à présent à l'élaboration de valeurs guides dans les poussières intérieures afin de protéger de l'exposition par voie orale dont on a parlé, le fameux contact main-bouche. Donc pour accompagner ces propositions de VLEP et VGAI, l'ANSES évalue également les méthodes de mesure afin de recommander là ou les méthodes les plus appropriées pour réaliser des mesures et pouvoir comparer les niveaux de concentration à ces valeurs de référence. Ce travail d'évaluation est basé sur des critères de performance, mais aussi des exigences complémentaires issues de références normatives pour pouvoir justement proposer soit une méthode active, passive ou en continu pour la mesure de ces substances chimiques. Il y a un enjeu fort pour les substances semi-volatiles de mesurer à la fois la phase gazeuse et la phase particulière. Donc pour faire le choix du dispositif, ce choix se base soit sur la réalisation d'un test de distribution entre les 2 phases ou se base sur la pression de vapeur de la substance à 20 degrés. Bon, comme l'a indiqué Eddy dans la présentation précédente sur les difficultés métrologiques, il est arrivé que l'ANSES ne puisse pas recommander de méthode de mesure, soit par manque de données de validation, soit par manque de dispositifs capables de mesurer ces 2 phases pour les substances qu'on étudiait. Donc je vais finir sur l'enjeu, notamment dans le domaine de l'évaluation des risques sanitaires, de caractériser l'exposition la plus réaliste possible aux substances chimiques. Donc si on considère une seule substance chimique, ne pas s'intéresser uniquement à l'exposition via un média tel que l'air, mais de prendre en compte les différentes voies et sources d'exposition, et dans ce cas, on parle d'exposition agrégée. Mais il y a aussi la question de l'exposition à des mélanges et de l'interaction de ces substances par rapport aux risques sanitaires. Et donc là, il y a un enjeu de prendre en compte l'exposition à plusieurs substances et plusieurs fois et sources d'exposition et de réaliser une évaluation des risques qu'on dit cumulés. Mais pour finir, il y a aussi la notion de temporalité et de connaître l'exposition de la conception à la mort, qui là est intégrée dans le concept de l'exposome, avec l'importance d'étudier certaines fenêtres d'exposition, notamment dans les études épidémiologiques, pour caractériser les effets sur la santé d'une exposition humaine. Et donc là, la figure représente justement différentes fenêtres d'exposition qui seraient importantes d'étudier, qui a été proposée dans la publication du docteur Christopher Weil, qui est à l'origine de ce concept d'exposome. J'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie